Thème 3, chapitre 1, correction de l'évaluation diagnostique, avec quelques rappels d'électricité. Un élève doit être capable de connaître quelques grandeurs électriques. Donc, il y en a 5 qui sont importantes. Donc, l'intensité, la tension, la résistance, la puissance et l'énergie. Attention de ne pas confondre grandeur et unité. Donc, pour l'unité A, c'est le A de ampère. V, c'est le V de volt. Ce symbole, c'est le symbole de l'ohm. W, c'est pour les watts. J, pour les joules. Le symbole ici, c'est le symbole de la grandeur. Donc l'intensité se note I et se mesure en ampères avec un ampère-mètre. Soyez capable de lire cette ligne. La tension électrique se note U, se mesure en volts avec un voltmètre. La résistance R se mesure en ohms avec un ohmmètre. La puissance, elle va s'exprimer, donc la puissance P en watts. L'appareil de mesure, on verra que la puissance, elle se calcule souvent. On n'a pas au lycée d'instrument de mesure, même si ça existe, qui peut directement me donner la valeur de la puissance. L'énergie, n'oubliez jamais que l'énergie, c'est ce que vous payez. Sur une facture d'électricité, par exemple, on paye l'énergie qui est consommée. Donc ça va s'exprimer en joules. L'appareil, on ne va pas utiliser par exemple de compteur électrique qui pourrait servir pour mesurer l'énergie électrique consommée, mais on va par des calculs essayer de trouver la valeur de l'énergie. En électricité, on a aussi besoin de faire des schémas. Je rappelle, on ne fait pas des dessins, on fait des schémas. Un schéma, ça doit être simple, rapide, mais pour qu'on fasse tous les mêmes, il faut qu'on ait tous les mêmes représentations. Donc, voici quelques représentations à connaître. Donc, le fil électrique avec un trait simplement. Donc, les circuits, on va les représenter par des rectangles. Le symbole de la pile, le symbole du générateur. Alors, la différence entre les deux, c'est que tout simplement, le générateur, vous allez le brancher sur une prise, alors que la pile, elle ne se branche pas sur une prise, elle va s'user, elle ne se recharge pas. L'interrupteur, quand il est fermé, on va le faire comme ça. L'interrupteur ouvert, la lampe, le résistor, et le dernier, qu'on ne verra pas forcément beaucoup, qui s'appelle donc la diode. Quand elle émet de la lumière, la diode, elle peut être électroluminescente, donc on l'appellera DEL ou LED en anglais. Vous êtes de plus en plus entouré par ce genre de composants dans votre vie de tous les jours. Vous devez connaître aussi les deux types de circuits qui existent. Donc le premier type de circuit, c'est ce qu'on appelle les circuits en série. On vous demandait de représenter le sens du courant. Donc vous savez que le sens conventionnel, ça va du plus vers le moins. Vous savez que la réalité, c'est les électrons qui vont du moins vers le plus. Mais le sens conventionnel, on représente bien du plus vers le moins. Qu'est-ce que c'est qu'un circuit en série? C'est une seule boucle de courant. Un circuit en dérivation, c'est plusieurs boucles de courant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs chemins pour aller du plus vers le moins. Essayez de changer les couleurs quand vous y pensez pour montrer que le courant, par exemple ici, ne va pas être le même que le courant au départ, et ici non plus, à part si les deux lampes sont identiques, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Donc c'est ce qu'on appelle un circuit en dérivation. Donc dérivation, c'est plusieurs boucles de courant, série, une seule boucle de courant. L'appareil de mesure de l'intensité du courant, donc ça s'appelle l'ampère-mètre, et un ampère-mètre, ça doit se brancher en série. Donc ça, un élève doit le savoir. Pourquoi est-ce qu'on le branche en série? C'est parce que l'ampère-mètre doit être traversé par le courant électrique. Donc il faut le mettre dans le circuit, dans la même boucle. Donc forcément en série. Pour mesurer l'intensité du courant, donc on utilise un ampère-mètre. Il est branché en série. Où est-ce que l'ampère-mètre est branché en série? Ici, il est dans la même boucle de courant. Donc, c'est cette représentation qui est juste. Là, on a une dérivation. Donc, l'ampère-mètre ne se branche pas en dérivation. La règle à retenir concernant la borne COM, vous devez savoir que la borne COM, elle est toujours vers la borne négative du générateur. Donc, quand vous suivez le reste du circuit à partir de la borne COM,
vous devez arriver au moins. Pourquoi? Parce que si jamais vous inversez, la valeur sera simplement négative. Donc si jamais sur votre multimètre vous voyez une valeur négative, vous savez que vous avez juste à inverser les fils sur le multimètre et la valeur deviendra positive. Donc ce n'est rien de grave pour le circuit, mais c'est simplement que c'est plus pratique de travailler avec des valeurs positives. Pour la tension, vous savez que a priori c'est l'inverse que pour l'intensité. Donc l'ampèremètre c'était en série et donc le voltmètre pour la tension, lui, sera en dérivation. Donc si le premier circuit était le bon dans le cas de l'intensité, ben là ça va être le suivant avec la même règle pour la borne com. Donc la borne com, elle est vers la borne négative. Donc le courant, entre guillemets, il va vers la borne négative. Donc c'est la borne com qui doit aller vers la borne négative. Ensuite, un élève doit connaître des lois. Des lois, donc ici sur votre document, c'est pas la loi d'additivité, mais c'est la loi d'unicité, pardon, qui est montrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tension aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes de ce résistor, qui est égale à la tension aux bornes de ce résistor-là. Donc les trois tensions sont strictement identiques. Pour représenter la tension, donc vous avez vu que l'intensité du courant représentée par des flèches, la tension se représente aux bornes du dipôle, puisque le voltmètre, on va le placer entre les deux bornes, donc on fait une flèche qui va d'une borne à l'autre. Mais regardez bien le sens d'orientation de ces flèches. La flèche de la tension va toujours du moins vers le plus. Donc vous retenez ça comme règle importante. Souvent, on va vous les mettre sur le circuit, les flèches, mais si on vous demande de les placer, vous le notez à côté. Donc la flèche de la tension doit aller du moins vers le plus. Donc le moins, il est de ce côté-là, le plus de ce côté-là, donc du moins vers le plus. Le moins de ce côté-là, le plus de ce côté-là, donc du moins vers le plus. Et pour le générateur, ça marche aussi, puisque le moins est ici, et le plus de l'autre côté, donc pareil, du moins vers le plus. Donc on va retenir que la flèche de la tension va du moins vers le plus. Donc ça, vous le retenez. Ce n'est pas quelque chose de scientifique, c'est simplement quelque chose de mémotechnique qui doit vous aider à représenter correctement ces tensions. Pour l'intensité, vous avez parmi les lois d'intensité une loi à connaître, c'est la loi des nœuds. Donc la loi des nœuds, elle me dit que le courant qui part ici du générateur, qui arrive à ce nœud qu'on appelle le nœud A, eh ben, va se diviser en deux courants. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il était divisé en deux, hein, strictement, mais il va se diviser en deux courants. Et tout ce que je sais, c'est que I1 plus I2 doit être égal à I. Mais attention, I1 n'est pas forcément égal à I2. Hein. Ça dépend, sauf si les deux lampes sont strictement identiques. Comment est-ce qu'elle s'exprime, cette loi des nœuds? Eh bien, on dit que la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent. Une autre loi à connaître pour les résistances, c'est la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, elle est traduite par ce graphique qu'on verra. Il s'appelle la caractéristique souvent d'un dipôle. C'est la tension en fonction de l'intensité. Pour une résistance, on a une droite qui est linéaire. Donc ça, c'est une équation de droite affine. Nous, on a une équation linéaire, donc ça, c'est la seule possibilité. U est égal à R fois I, c'est ce qu'on appelle donc la loi d'Ohm. Qu'est-ce qu'on peut dire de R1 par rapport à R2? On voit que le coefficient directeur n'est pas le même. En maths, vous devez savoir que le coefficient directeur, il est plus important ici que là. Donc, R1 doit être plus grand que R2. On le voit directement sur le graphique. Hein. Donc ça, je peux l'affirmer directement en regardant le graphique. Si jamais j'utilise ces deux résistances dans un circuit, donc je sais que R1 est plus grand que R2. La résistance, c'est quoi? Ça va s'opposer au passage du courant. Ça résiste. Donc, ça veut dire que le courant qui va traverser cette lampe sera plus faible. Alors attention, si la résistance est placée avant ou après la lampe, ça ne changera rien.
Le courant, il sera pas différent. Ne pensez pas que c'est parce que la résistance est avant que ça change rien. Vous avez la même situation. Ici, donc, cette résistance est plus importante, donc le courant sera plus faible dans cette branche du circuit. La résistance là est plus petite, donc le courant sera plus grand dans cette branche du circuit. La lampe est un témoin du passage du courant, donc cette lampe doit briller moins, la lampe L1 doit briller moins que la lampe L2. Autre notion à connaître, c'est la notion de point de fonctionnement. Donc ça, on le réétudiera la semaine prochaine lors des activités expérimentales. Donc ça, c'est la caractéristique. Donc qu'est-ce qu'on appelle caractéristique? C'est l'évolution de la tension en fonction de l'intensité. Ça, c'est typiquement la caractéristique d'une lampe. Ici, on a ce qu'on appelle la caractéristique d'un générateur idéal. Vous voyez que la tension reste toujours pareille. Et ces deux courbes vont se croiser en un seul point. Et ce point, on l'appelle le point de fonctionnement. Alors si je cherche ces coordonnées, donc je vois que je suis à l'ordonnée 6 volts, et je vois que je suis à une abscisse. Alors là, attention, l'abscisse, malheureusement, elle tombe pas pile à 100. Donc pour faire cette mesure correctement, ben, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ma règle, je vais mesurer la distance qui sépare 0 de 125. Je prends toujours la valeur la plus grande, parce qu'il y a moins d'incertitude. Et je vais mesurer ensuite avec ma règle la distance entre le 0 et le point que je cherche. Et en utilisant la proportionnalité, donc je trouve ici que j'ai 102 milliampères. J'ai noté 15,85 parce que j'étais avec ma règle pile entre 15,8 et 15,9. Donc je suis allé jusqu'à cette précision-là. Et donc on retrouve le point de fonctionnement donc à 102 milliampères et à 6 volts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je branche cette lampe avec un générateur de 6 volts, je sais automatiquement que cette lampe sera traversée par une intensité de 102 milliampères et elle aura une tension de 6 volts. Voilà à quoi servent ces graphiques donc qu'on appelle caractéristiques. Et pour trouver un point de fonctionnement, c'est trouver en fait comment, enfin, c'est pouvoir prédire en fait, faire une prédiction sur les valeurs de l'intensité et de la tension. Alors nous, on le vérifiera toujours en pratique, mais c'est intéressant de le savoir à l'avance. Donc voilà à quoi servent ces graphiques. Pour la suite, la notion de puissance et d'énergie. Un élève doit savoir que l'énergie, c'est une puissance multipliée par une durée. Une puissance, si vous la connaissez, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Tout dépend du temps pendant lequel vous allez utiliser votre appareil. Si vous avez un appareil, par exemple, qui fait 1000 watts, eh bien, si vous l'utilisez, ce qui est important de savoir, c'est combien de temps vous allez le brancher. Si vous le laissez brancher pendant 1 heure ou si vous le laissez brancher pendant 1 minute, vous imaginez bien que l'énergie consommée ne sera pas la même. Donc l'énergie, elle a ça de plus par rapport à la puissance, qu'elle tient compte du temps d'utilisation de l'appareil. Et c'est pour ça que c'est l'énergie que je vais payer. Payer une puissance, ça ne sert pas à grand-chose parce que ça dépend si je l'utilise ou pas. Donc c'est l'énergie qui va me permettre de calculer, entre guillemets, ma facture d'électricité. La puissance, donc, c'est une énergie par unité de temps. Donc voilà les deux formules à connaître. Hein. Donc soit vous retenez E est égal à P fois delta T, soit vous retenez P est égal à E sur delta T, mais il faut être capable de les retenir. Les appareils que vous allez utiliser vont faire des conversions d'énergie. L'énergie, c'est comme la matière, ça ne disparaît pas, ça se transforme. Donc, quelles sont les transformations qui se passent? Alors les piles, vous verrez ça en terminale, en spécialité, c'est de la chimie. Donc on a une énergie qui est chimique au départ qui va être transformée en énergie électrique. Un radiateur, une résistance, ben, ce sont des appareils, s'ils sont électriques, ben, qui vont utiliser de l'énergie électrique pour la transformer en quoi? Eh bien, un radiateur, ça me sert à chauffer, hein, et ils vont la transformer en énergie thermique. Sachez qu'une résistance électrique, toute l'énergie électrique va être transformée en chaleur aussi. Donc, tout est transformé en énergie thermique. La lampe, elle, un peu plus utile, elle va transformer l'énergie électrique, bien sûr, en énergie lumineuse. Et en seconde, vous avez peut-être vu l'année dernière différents capteurs qu'on peut utiliser. Il y en a deux qui sont intéressants à connaître. Photodiode. Donc photodiode, comme son nom l'indique, ça utilise la lumière, donc ça va servir pour faire un capteur de luminosité. Et il y a un autre dipôle qui peut exister qui s'appelle la thermistance,
qui, elle, peut avoir un lien avec la température. Donc on peut en faire un capteur de température. La photodiode et la thermistance, en fait, ce sont des dipôles qui ont une résistance électrique qui va varier en fonction soit de la température, soit de la luminosité. Donc en fait, il suffit d'étudier par une courbe d'étalonnage, par exemple, le fonctionnement de la thermistance et on pourra en faire un instrument de mesure de la température. Pareil pour une photodiode. Reprenez tous les points de l'évaluation avant de continuer avec la suite. Donc on est là avec les bases en fait de l'électricité pour démarrer le chapitre 1. À bientôt.